Bonjour Eric Woerth. Bonjour. Le Brexit, suite, débat à l'Assemblée cet après-midi sur l'avenir de l'Europe. Les 27 plus 1 ou 28 moins 1, comme vous voulez, réunis à Bruxelles pour 2 jours. Et les regards qui se tournent vers le couple franco-allemand, bien sûr. Le lièvre Hollande ou la tortue Merkel. Qui a raison? Qui est le mieux armé pour gérer cette crise inédite, Eric Woerth? On voit bien que tout le monde essaie maintenant d'essayer d'éclaircir les choses. Il y a tellement d'incertitudes, tellement c'est un plongeon dans l'inconnu. Personne ne sait exactement ce qui va se passer, personne ne sait ce qui va ressortir de tout cela. On ne sait même pas d'ailleurs ce qu'en pensent réellement les Anglais. On voit les leaders du Leave, du Out, qui aujourd'hui commencent à faire légèrement marche arrière. Ils jouent la montre, les Anglais? Mais je ne sais pas, je vois simplement que le Premier ministre, qui a quand même joué, M. Cameron, joué à la roulette russe avec cette affaire de référendum pour des raisons profondément politiques, aujourd'hui a peut-être pas envie de prendre ce costume sur ses épaules et d'engager l'Angleterre dans cette sortie de l'euro. Puis on voit de l'autre son adversaire dans le même camp, d'ailleurs, dans le camp conservateur, M. Johnson, commencer un tout petit peu à faceiller, à dire pas tout de suite, pas comme ça. En réalité, nos arguments n'étaient pas tout à fait les mêmes. Enfin, on voit quand même... je crois que tout ça va réserver un certain nombre encore de surprises. Face à cela, les Européens, ils essaient de s'organiser. Oui, mais ils disent pas la même chose. François Hollande dit qu'il ne faut pas perdre de temps. Il faut vite marquer le coup. Pas la première fois. Et Merkel, elle dit attendons de voir, laissons-leur un peu de temps. Ouais, enfin, vous remarquerez que c'est pas la première fois. Ce comportement entre la France et l'Allemagne est différent. On le voit maintenant depuis quasiment que François Hollande est élu président. Il y a d'un côté une Allemagne qui est d'abord à donner beaucoup de leçons d'économie à la France, souvent d'ailleurs à juste titre, et appelée à des réformes structurelles, ce qu'elle continue à faire. Et puis aujourd'hui, on voit une Allemagne qui commence devant la crise des migrants, a pris des positions très différentes de celles de la France, et puis une Allemagne aussi qui demande un rythme probablement qui n'est pas tout à fait le même. C'est pour ça d'ailleurs probablement qu'il y avait un troisième homme ou une troisième personne hier qui était M. Renzi dans ce dîner pour éviter un face-à-face que la France d'ailleurs perd quasiment systématiquement. Le problème de François Hollande, c'est qu'il est assez, non pas délégitimé, mais en tout cas très très affaibli. Et donc pour conduire une bagarre, pour essayer d'éclairer un chemin qui est pour l'instant pas éclairé du tout, pour essayer de dire ce qu'il faut faire, selon quel rythme, quel niveau technique, mais quel message politique on envoie au fond au peuple, parce que les peuples, ils peuvent aussi au fond penser comme les Anglais, que l'Europe c'est pas une très bonne chose. Franchement, il faudrait pas se risquer dans un référendum dans l'immédiat. Dans beaucoup de pays, eh bien, il faut évidemment à ce moment-là être plutôt très fort et avoir une vision extrêmement claire des choses. Il faut une vision, il faut du leadership, comme on dit aujourd'hui. Il faut une réponse politique. Toute réponse technique apparaîtra comme pire probablement que la question qui a été posée. Mais du coup, dans quel ordre on marche, Monsieur Woerth? Est-ce qu'on divorce d'abord et on discute du statut de la Grande-Bretagne après, ou est-ce qu'on discute du statut d'abord et on divorce après? Je pense qu'il faut d'abord savoir ce que veut faire la Grande-Bretagne. C'est elle qui a la main. Son peuple a voté, les Britanniques ont voté, mais enfin derrière, ils doivent actionner, vous savez, ce fameux article... Rien ne les oblige à le faire. Rien ne les oblige à le faire. Non, rien ne les oblige de le faire, mais les Européens doivent aussi mettre la pression pour dire déterminez-vous. Soit vous tenez pas compte de votre référendum, oui, mais c'est une autre histoire, c'est une histoire interne. Il y a la pression de François Hollande, mais pression molle d'Angela Merkel, donc c'est compliqué. Mais une pression de François Hollande, elle suffit pas. Il faut une pression de l'ensemble des Européens, et en tout cas du noyau dur de l'Europe, du noyau fondateur de l'Europe. Et une pression qui n'est pas contraignante par ailleurs, de toute façon, parce que la main sur le bouton, il n'y a que les Anglais qui l'ont. Oui, mais je sais bien, c'est pour ça que M. Cameron, il joue la montre, il n'a peut-être pas envie de partir tout de suite et pas dans ces conditions-là. Il a envie certainement de dire encore un certain nombre de choses d'ici l'automne, et puis il ne veut pas laisser le siège libre à son adversaire. Ce qui est terrible, c'est que pour des raisons purement politiques en Grande-Bretagne, qui n'ont jamais été... Là, vous m'intéressez, Eric Woerth, parce qu'on vous dit qu'il l'a fait pour des raisons totalement politiques en Pour Grande-Bretagne. essayer de ressouder son parti oui, conservateur. Pour essayer d'abord d'être élu, ce qu'il a été brillamment. Il a été brillamment réélu, mais sur de très mauvaises conditions. Ça l'a piégé, mais vous faites la même chose, vous, chez les Républicains. Voilà, c'est pas chez nous que ça arrive. En France, Nicolas Sarkozy s'est converti au référendum durant le week-end. Non, c'est pas si simple que cela. Moi, je ne veux pas dire que le référendum est un mauvais outil. Parce que si vous dites quand dans une démocratie, vous allez faire très très attention parce qu'il ne faut pas que les gens votent, c'est évidemment sur l'Europe, à chaque fois, les hommes politiques se fracassent dessus. Oui, on s'est fracassé en 2005 sur la Constitution. Voilà. Il y a eu d'autres... Mais ce qui est assez normal parce que c'est une idée, c'est un idéal, mais c'est en même temps concrètement souvent un bouc émissaire. Et puis il y a cette Europe qu'on n'aime pas et qu'on rejette depuis des années, et que malheureusement continue à
construire, une sorte d'Europe dite bruxelloise. Si je vous suis, vous n'êtes pas très chaud pour le référendum. Non, moi je ne suis pas chaud pour qu'il y ait un référendum. D'abord, il n'y a pas de raison d'avoir des référendums en France et dans d'autres pays immédiatement. Il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, on n'a aucune raison de le faire. On n'a aucune raison parce que les peuples voteraient non. J'en sais rien, ce qui voterait. En France, ça peut se discuter, mais il y aurait évidemment un très très gros risque, comme dans d'autres pays. Il y a un rejet de l'Europe. L'Europe, elle est apparue comme impuissante. Elle était incapable de régler des sujets alors très visibles, qui était le sujet des migrants. On a vu, il suffisait de regarder la télévision. Et puis deuxième point, elle a eu beaucoup de mal à régler la question soyez cohérents. Pourquoi Nicolas Sarkozy met ça sur la table? Mais parce que nous devons, parce qu'on doit répondre aussi aux questions qui sont posées. Il n'y a pas de raison de dire, il faut dire les choses. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait, pour un certain nombre, un référendum à un moment donné ou à un autre sur la base d'un texte de proposition. Vous êtes sous la pression de Marine Le Pen, en fait, et du Front National qui en veut un. Vous me posez la question du référendum. Je vous dis, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a aucune raison d'organiser un référendum en France. Il va y avoir une élection présidentielle, donc on raisonne à plus long terme. Mais si vous nous dites, est-ce qu'il peut y avoir un jour un référendum sur l'Europe en France, je ne vais pas vous dire non, jamais. Évidemment qu'il peut y avoir un référendum. Du moment que la question n'implique pas une sortie éventuelle. Mais pas sur une question négative, pas sur une question, est-ce que tu veux sortir ou est-ce que tu veux rester? Et évidemment, à partir du moment où il y a du chômage, alors en Angleterre, il y en a moins, mais en tout cas une peur des migrants exceptionnelle en Angleterre, un débat totalement caricatural sur ces affaires d'assurance sociale ou maladie, dépensons plus pour nous-mêmes et pas pour l'Europe, etc., etc. La réponse, elle est nécessairement non. Si on veut avoir à un moment donné une relégitimation d'une Europe, il faut le faire sur une nouvelle Europe, donc sur une Europe refondée. Et nous, on appelle à la refondation de l'Europe, on appelle au contenu plutôt qu'aux modalités aujourd'hui de choix des populations. Quand on a pardon pour le mot, trahi le référendum de 2005, c'était pas non plus refonder l'Europe. C'est pas vrai, on n'a pas trahi le référendum si, un peu. 2005. Écoutez ce que vous dit le FN ce matin. Le FN vous interpelle par la voix de l'eurodéputé Nicolas Bay. Monsieur Woerth, lorsque Nicolas Sarkozy affirme qu'il veut proposer un nouveau traité européen, ne va-t-il pas à l'inverse justement de la volonté des peuples qui veulent se défaire d'une Union européenne qui méprise les nations? Ça rappelle bien sûr le traité de Lisbonne que Nicolas Sarkozy avait fait adopter par le Parlement en 2008, alors même que ce texte avait été rejeté 3 ans plus tôt par les Français par référendum. Alors la question est simple, comment faire confiance à ce monsieur Bay? C'est évidemment complètement faux. Je vous ferai remarquer qu'on n'était plus invité dans les réunions européennes. Je vous le ferai remarquer, juste après le référendum sur la Constitution. C'était un référendum sur la Constitution de l'Europe. Donc la Constitution de l'Europe, elle n'a pas été votée. Il n'y a pas eu de Constitution de l'Europe. Donc la population française, son choix a bien été respecté. Le traité de Lisbonne a été un traité essentiellement financier. C'était un traité de gouvernance. Ce traité, il était nécessaire et il a été accepté par l'ensemble des Européens. C'était une étape différente que l'étape qui avait été proposée aux Français. Ça n'a pas été faux. Oui, mais ça n'a pas été. Et la France est revenue en Europe comme cela. Woerth, les Français ne souhaitaient pas quitter l'Europe. Oui, mais ça n'a pas été compris comme ça. Vous savez très bien que. Oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne peux pas vous dire que ça s'est passé autrement. C'est comme ça, c'est la vérité. La question de l'Europe, c'est que c'est très éloigné. La question de l'Europe, c'est qu'il faut y mettre un contenu différent, retrouver un idéal au fond européen. C'est vraiment si vous jouez ensemble, il faut bien trouver un idéal collectif. Sinon, vous continuez à jouer tout seul. C'est tellement plus simple de jouer tout seul, tellement plus facile de se regarder le nombril et puis de dire je m'en sortirai bien au détriment des autres. Non, il faut jouer collectif, mais pas dans n'importe quelle condition. Il faut revoir nos frontières, il faut être fort sur nos frontières. Le Schengen 2, qu'on appelle de nos voeux aux Républicains, puisqu'on l'a voté hier à l'unanimité, est un Schengen 2 qui nous permet de revoir complètement l'organisation de la protection de l'Europe. Et puis deuxième point, il faut évidemment une gouvernance de la zone euro qui est absolument nécessaire. Aujourd'hui, il faut aussi ne pas élargir l'Europe sans avoir totalement approfondi l'Europe. Il faut dire non à la Turquie systématiquement, parce que tout ça traîne comme ça, comme rumeur. Il faut dire non, il n'y aura jamais d'adhésion de la Turquie à l'Europe. L'Europe, c'est une question. La France aussi, l'actualité sociale. Pas de loi travail-Xit. 11e jour de mobilisation dans la rue. Les syndicats autorisés cette fois-ci à marcher de Bastille à Place d'Italie. Vous avez compris ce revirement
revirement de jurisprudence. La semaine dernière, c'était pas possible. Là, ça devient possible. Je sais pas, la semaine dernière, il y avait des CRS qui accompagnaient quasiment chaque syndicaliste main dans la main en tournant autour d'un bassin. Donc ça faisait un côté assez mécanique et assez ridicule. Là, visiblement, le gouvernement a décidé qu'il n'y avait plus de problème de casseurs et donc autorise cette manifestation. C'est le gouvernement qui a la main, c'est lui qui prend les décisions. Pour des raisons politiques vis-à-vis de sa gauche, vis-à-vis de sa gauche. Je le dis tout simplement, et je respecte profondément le droit des manifestations, mais enfin, j'ai le droit de m'exprimer. Je trouve que ça commence à bien faire, toutes ces manifestations sur la loi El Khomri. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que la loi, elle soit devant le Parlement, à l'Assemblée nationale, qu'elle revienne du Sénat, et puis que le gouvernement, voilà, vous avez vu le joue sondage avec sa majorité. Vous espérez un 49-3 ? Sondage MCI au Doxa pour France Info Le Parisien. 3/4 des Français opposés au 49-3 en juillet. Mais ils ont raison, les Français. Le 49-3, c'est la Constitution, donc on a le droit de l'employer, mais c'est pas non plus une bonne manière de gouverner sur des réformes profondes. Ça veut dire qu'on n'a pas de majorité. Donc c'est au fond l'arme du faible. Donc on n'a pas de majorité. Le gouvernement, il aurait dû avoir une majorité. Il a tout faux depuis le début sur cette affaire. Mais là, vous dites que vous êtes pressé d'en finir, Éric Woerth. Et moi, je suis pressé. C'est idéal, le 49-3 ? Oui, enfin, c'est pas l'idéal puisque ça met un couvercle sur la marmite et ça explose ailleurs. Ce texte, il fallait en discuter bien avant. Le président de la République aurait dû venir à la télévision et dire voilà, je vais vous proposer une réforme qui, certes, n'était pas du tout dans les orientations de ma campagne, mais je voudrais vous dire pourquoi c'est une bonne réforme. Il n'a jamais fait cela. Il n'a jamais assumé cette réforme. François Hollande, il n'a jamais assumé la réforme du droit du travail. Voilà, on en paye les conséquences. Ce que vous dites là au niveau présidentiel, moi je retrouve ça par exemple à un niveau plus bas, mais c'est très intéressant, c'est la même façon de faire la politique. Madame Pécresse dit, moi je maintiendrai le pass Navigo à 70 € pendant sa campagne, pouf, plus 3 €. C'est pareil, c'est la même politique. Je dis je vais pas le faire, je le fais. Et parce que vous étiez dans sa liste. Et vous étiez sur la liste non, voilà. j'étais pas du tout dans sa liste. Tête de liste départementale. Oui, mais enfin moi je suis dans la région Picardie, Hauts-de-France. Donc je suis pas en région. Peu importe, on revient sur le pass Navigo. Enfin, je n'ai pas fait la campagne d'Île-de-France, mais il y avait un accord du gouvernement pour aider les transports en région parisienne. Donc il fallait que M. Valls maintienne cet accord. Il y avait de l'incertitude. Valérie a bien fait aujourd'hui de le faire. C'est dire une chose et faire le contraire. Mais non, mais elle ne dit pas le contraire de ce qu'elle a dit. Elle ne dit pas le contraire de ce qu'elle a dit. Non, elle le fait. Une partie, elle ne dit pas le contraire. Les questions de transport public en Île-de-France, personne ne dira le contraire, ils sont absolument majeurs. Il y a un sous-entretien et il y a un sous-investissement. Donc la région a raison de prendre les choses à bras-le-corps. Rapidement, Patrick Balkany, investi par les Républicains à Levallois pour les législatives 2017. On a vu Nicolas Sarkozy défendre sur France 2 la présomption d'innocence. Ça vous convient, ça vous parle ? Ah ça me parle, oui, ça me parle. La présomption d'innocence, ça me parle. Oui, c'est un élément fondamental de la liberté humaine. Donc tant on a que raison vous de le n'avez pas réinvestir. été jugé, condamné. Les Républicains ont raison de le réinvestir. Il est sortant, il a gagné ses élections. Visiblement, ses électeurs lui font confiance. Ça peut choquer, et puis voilà, certains sont choqués. C'est comme cela. Certains sont choqués dans votre famille. Sont choqués. Oui, mais enfin, ils n'ont pas été choqués en commission nationale d'investiture. C'est séquentiel. Ils sont Nicolas Sarkozy plus humain qu'Alain Juppé. Nicolas Sarkozy plus humain qu'Alain Juppé sur ces questions-là. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut faire très attention de ne pas mettre au banc des nations un certain nombre de gens. Il y a des tribunaux pour ça. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, la présomption d'innocence, elle domine tout. Et j'aime autant vous dire que tous ceux qui nous écoutent devraient vraiment réfléchir à ça.